OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi tout le monde, le 30 juin, c'est pas très belle température pour une journée d'été, mais par contre, c'est ma dernière émission justement avant que l'été commence. Ben, en tout cas, elle supposait être déjà commencée. Aujourd'hui, on discute d'un sujet dont j'avais tellement hâte de vous parler. C'est le EMI, les expériences de mort imminente. C'est un sujet que je connais très bien puisque je l'ai vécu à l'âge de 4 ans. Et comme je l'ai dit souvent, ma mère m'a donné la vie et mon père me l'aura donnée. Parce que, vous savez, moi, à l'âge de 4 ans, on m'a retrouvée dans le fond de ma baignoire inerte avec toute l'écume qui sortait. J'étais vraiment plus là. Vraiment plus là. Prise de panique, ma famille, mon petit frère m'a trouvé, mon grand frère Sylvain m'a trouvé dans le fond du bain comme ça, étendu de tout mon long. Et s'est empressé de dire à ma mère que j'étais comme morte dans le fond du bain. Ma mère, prise de panique, a crié à mon père qui est venu me sortir de là. M'ont réanimé, ont dû me réanimer. J'ai quelques petites séquences de mémoire qui me reviennent de cette tragédie où ce que je vois encore mon père avec le stéthoscope à la main parce que mon père faisait aussi un peu du secourisme, si on veut, et surtout dans le cadre de son travail. Mon père a dû me réanimer, mais je voyais encore son stéthoscope en train d'écouter mon petit cœur, voir s'il battait. Je me vois étendue au pied du lit avec une serviette toute humide sur le lit, au pied du lit de ma mère. Je revois ma mère pleurer. Mais je n'ai pas vu l'espèce de couloir ou de lumière. En tout cas, peut-être que je l'ai vu, mais je ne m'en souviens pas parce que j'avais quand même juste 4 ans. C'est pas évident. C'est assez... ça change une vie, ce genre de truc-là, pour ben des affaires. Je peux vous dire que j'ai toujours eu un comportement lunatique au primaire suite à ça, comme si mon cœur était encore ailleurs. Et quand je dis mon cœur, je veux dire une partie de moi-même. Je m'exprime aussi par les arts en peignant sur toile et comme plusieurs artistes. Je passe pour une bizarre ou pas comme les autres, car je fais des choses autrement. Sérieusement, là, les gens se demandent, parce que ça a été aussi un échappatoire pour moi, la peinture, les arts, en fait, c'est une bonne échappatoire. Ça me permet de me centrer sur moi-même. J'écoute la musique dans le piton et je suis dans ma bulle, ça y est, je suis partie et je vais peindre. D'ailleurs, je peins des nébuleuses, pas par hasard, si on veut. C'est assez spécial. Ça m'a été comme tombé dessus, cette sorte d'image-là. Les nébuleuses, ce sont des images de la Voie lactée, de la galaxie, de l'univers, en fait, où est-ce qu'on peut voir des planètes, des étoiles et toutes les sortes de nébuleuses possibles, inimaginables, des images que la NASA capte. Et c'est assez impressionnant à voir comme image. J'ai décidé de les peindre à partir de 2011. Puis depuis ce temps-là, ben, ça a toujours été... en fait, je peins depuis plus de 30 ans maintenant. Mais je passe toujours quand même pour une bizarre parce que je me sens comme un peu différente de tout le monde. Je m'assume ainsi. Je suis bien et fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. J'ai décidé de prendre ma place, de m'exprimer librement sur tout ce qui est phénomène inexpliqué. Que les gens me prennent pour une étrange personne ou une fuckée, comme plusieurs le disent, eh bien, pour être honnête, à vous qui pensez ou qui le dites,
Sachez que je n'en ai rien à foutre, car moi, au contraire de vous, je suis libre. Libre de dire les vraies choses, ce que je pense, la vie pleinement, je veux la vivre pleinement sans avoir peur du ridicule. J'ai l'esprit ouvert à toute éventualité, toute théorie et je m'arrête seulement sur les choses qui me semblent plausibles ou qui viennent me chercher par en dedans. Vraiment, qui peut me sembler véridique au fond de moi-même. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai du cran, j'ai du chien, comme on dit, parce que je fonce comme peu de gens n'osent le faire. Ça s'appelle être vrai et de s'affirmer. Mais comment d'entre vous, des personnes qui osent dire seulement ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent, en général, je veux dire. Mais que ce soit paranormal ou non, certains sont renfermés sur eux-mêmes, mais à quel point vous pouvez être malheureux au fond de vous-même? Laissez-vous aller, c'est aussi simple que ça. Écoutez votre petite voix intérieure et exprimez-vous. Je vous jure, vous allez vous sentir vraiment mieux. Arrêtez d'avoir peur de ce que les autres peuvent dire de vous. Ça, c'est la pire chose pour rester enfermé. Je sais que plusieurs vivent des trucs avec leur famille qui n'ont pas l'esprit ou l'ouverture d'esprit, si on veut. Mais ça, je vous en prie, essayez de faire comme moi, n'en avoir rien à foutre en bout de ligne. Je ne sais pas si je vais me mettre maintenant, je vais revenir à mon sujet. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ça, c'est un anesthésiste de métier. Il nous vient d'Europe. Il est un rare scientifique à tenter de prouver l'existence d'une vie après la vie. Il a vécu certaines expériences assez révélatrices face à la mort, qu'il côtoie d'ailleurs dans les hôpitaux, surtout où est-ce qu'il travaille. Ce qui l'a amené à étudier le phénomène de la mort imminente. Bien entendu, ses confrères n'appuient guère ses recherches, pourtant menées de façon rigoureuse, mais d'une façon ou d'une autre. Peu de scientifiques osent étudier ces sujets tabous puisqu'ils en paient le prix par leur père en bout de ligne, qui rejettent du revers de la main tout ce qui touche à l'inexpliqué. Ces sceptiques ayant une fermeture d'esprit catégorisent automatiquement les adeptes du paranormal de fous ou autres dans le même style parce que pour eux, rien n'existe si on ne peut pas le voir ou le toucher. On appelle ça des saint Thomas, comme nous disait dans le temps. Pourtant, tout est énergie. Notre corps est rempli d'énergie, puisque notre corps, d'ailleurs, fait à 80% d'eau, égale à eau, égale énergie. Donc, je crois qu'il y a matière à étudier ce sujet, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre neuroscientifique, lui, c'est un neurochirurgien, en fait. C'est le docteur Eben Alexander, qui, durant toute sa vie de médecin et de scientifique, il a, comme ses confrères, toujours dit que cette lumière que les gens voyaient n'était due qu'à un courant électrique causé par le cerveau lors d'un constat de décès. Mais lorsque le patient revenait à la vie, il racontait avoir vu des gens décédés ou des êtres ressemblant à des anges. Ou il disait aussi que eux, ces scientifiques-là, disaient que ce n'était que des hallucinations, tel un rêve, dans le même style qu'un rêve. Mais pourtant, il y a des millions de gens qui ont vécu ce phénomène de mort imminente ou de sortie de corps et tous racontent avoir vu les choses semblables. Même sensation d'amour inconditionnel ou qui est ressentie, en fait, ou de pouvoir voyager d'un endroit à l'autre en traversant les murs ou tout autre obstacle, aucun obstacle, en fait. Mais pourtant, par la suite, à une maladie rare, ce docteur Alexander a été plongé dans un coma en état de mort cérébrale. Et au bout de 7 jours, les médecins envisageaient de le débrancher, tout simplement. Mais au moment où il y a eu cette décision-là de le débrancher, ses yeux se sont ouverts. Il est revenu à la vie. La guérison du docteur Alexander est en soi-même un miracle médical. Mais le véritable miracle réside ailleurs, en fait. Alors que son corps était plongé dans un coma profond, le docteur Eben Alexander a voyagé au-delà de ce monde, au sein des niveaux des plus profonds de l'existence supraphysique.
Et ce qu'il en rapporte est tout simplement inimaginable. Pourtant, l'aventure du docteur Alexander n'est pas une fiction. Il démontre par des faits précis que la mort du corps et du cerveau n'entraîne pas la fin de la conscience, que l'expérience humaine continue au-delà. Vécue par n'importe qui d'autre, cette histoire serait déjà extraordinaire, mais le fait qu'elle soit arrivée à un neurochirurgien la rend révolutionnaire. Aucun scientifique ni aucune autre personne de foi ne pourrait l'ignorer. C'est tout simplement ça. Il dit, et je cite, « Autant j'avais grandi en désirant croire en Dieu, au paradis et à l'après-vie, autant mes décennies dans ce monde scientifique rigoureux de la neurochirurgie universitaire n'avaient profondément remis en question la façon dont de telles choses pouvaient exister. Les neurosciences modernes expliquent que le cerveau donne naissance à la conscience, au mental, à l'esprit, à l'âme, quel que soit le nom qu'on souhaite lui donner, cette partie de nous-mêmes invisible, intangible, qui fait de nous que nous sommes vrais, de qui nous sommes vraiment. Et je ne doutais guère que ce soit exact. Mais depuis qu'il est revenu de ce voyage-là, de l'après-vie, M. Eben Alexander, cet éminent chirurgien, jusqu'alors sceptique et cartésien, a vu ses convictions voler en éclats après avoir vécu une sortie de corps alors il était plongé dans un coma profond, en état de mort cérébrale suite à une méningite foudroyante. Donc, il y avait à peu près 10 ou 20% de chances de survivre après cette grave maladie. Aujourd'hui, même si sa guérison est en soi un miracle, il nous démontre à travers son récit et ses diverses conférences que le véritable miracle réside ailleurs. Mais en fait, ici même au Québec, nous avons entendu des récits de plusieurs personnes ayant vécu ce genre de phénomène et nous avons la chance de recevoir une invitée très spéciale pour qui j'ai un grand respect. Il s'agit de Mme Danielle Fichot, qui est comédienne connue en partie pour la renommée de son école qui a été fondée en 88. On remarque dans ses personnages, entre autres chez Denise, émissions chez Denise, Tandem, Tag, Bunker, Le Cirque, Fortier, Freddy, Dominique et Martin, District 31, Au secours de Béatrice, pour ne nommer que ceux-ci. Mais sa réputation comme directrice d'acteur n'est plus à faire. Nous l'avons en ligne aujourd'hui. Alors, bonjour Danielle, comment vas-tu? Super bien, Carole. Bon, moi j'ai vu Danielle, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelle Deux filles le matin qui joue encore aujourd'hui. J'ai vu dans le temps, il y a plusieurs années, que tu avais parlé un peu brièvement de tes propres expériences là-dessus. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que je sais que c'est un phénomène qui existe pour vrai pour l'avoir vécu moi-même, mais j'aimerais que tu me racontes ta propre histoire. Ben moi, je suis allergique au glutamate monosodique et au sulfite. OK. Au point de faire des chocs anaphylactiques. C'est-à-dire que c'est toutes les muqueuses qui entrent. OK. Et ça m'est arrivé 2 fois d'avoir des chocs anaphylactiques et d'être reconnue morte physiquement pendant plus qu'une minute. Là. Tu veux dire reconnue par les ambulanciers? Oui. Ambulanciers ou médecins ou peu importe. OK. Oui. Donc, tu avais chaque... plus de son, plus d'image. Plus de son, plus d'image. En fait, non. J'avais des sons, des images, mais beaucoup plus clairs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 fois, et ça m'a absolument rassurée sur la mort, OK. parce que les 2 fois, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. OK. J'ai trop mal, j'en peux plus. Et à ce moment-là, ça basculait et je voyais mon corps. Moi, je flottais, j'étais une lumière, sereine, absolument. Beaucoup de compassion pour tout le monde autour, mais pas plus pour le corps que je voyais par terre. OK. Tu veux dire, là, tu parles comme étant, là, tu es dans un état d'arrêt, car tu ne vis plus, là. Tu es vraiment, Je ne vis plus. tu es hors de ton corps à ce moment-là. J'entends, on l'a perdu.
Oh! Et je vois les infirmiers me faire des comment on appelle ça, des Réanimation? les 2 plaques, oui. Avec les 2 plaques, ça veut dire pas l'électro, mais comment on dit ce mot-là? Là? C'est ça, de la réanimation cardiaque. OK. Mm-hmm. Et tout le monde panique autour. Et moi, je fais juste laisser la tranquille. Eh bien. Hi! OK. Mais à ce moment-là, ça, c'est la première fois que c'est arrivé? Oui. Et, c'était la même chose, à peu près. OK. Donc, tu as sorti de ton corps, tu t'es senti élevé au-dessus de toi-même, tu voyais toute la scène au-dessus de toi. Oui, et tout était brillant. Les effets de lumière étaient beaucoup plus clairs, les sons étaient beaucoup plus clairs. Puis même, une des 2 fois, j'étais dans une ambulance quand c'est arrivé. OK. Il y avait des amis qui me suivaient en arrière dans la voiture. Et je suis allée dans la voiture. Et après, quand je me suis réveillée, je leur ai raconté toute la conversation qu'ils avaient eue. OK. Tu es dans l'ambulance. La voiture vous suit en arrière avec 2 de tes amis. Tu t'es ramassé sur le siège arrière de ton véhicule et tu entends toute la conversation de ce Oui, j'étais capable de leur citer exactement ce qu'ils avaient dit les 2. Et, OK, ensuite, comment est-ce que ça s'est produit une fois à l'intérieur du véhicule et que si on sait qu'avec les ambulanciers et leur kit de défibrillation, si ils ont dû réussir à te réanimer à ce moment-là? Oui. Et là, tu es revenu dans ton corps? Oui, et c'est la chose qui fait le plus mal au monde, parce que le corps est comme trop petit. OK, donc, tu as senti... C'est comme si tu rentrais dans une armure trop petite. Et est-ce comme si tu aurais rentré... tu sais, c'est comme s'il y a un aimant qui t'attirait pour retourner vers ton corps à ce moment-là? Oui, et tu tombes là, comme sur une plaque de béton. Oh! Aïe aïe! Physiquement, ça fait mal. OK. Physiquement, ça fait très mal. Les 2 fois, c'était la même chose. Aïe aïe! C'est un très bel exemple, le béton, parce que c'est vrai que ça peut faire mal en tabarouette. Excuse-moi. Puis j'ai parlé à plusieurs personnes à qui c'est arrivé, puis tout le monde se rappelle la même chose. Ben, en tout cas... Le corps est trop petit. Ben, c'est ce que je vois aussi un peu partout comme commentaire, parce que les gens qui vivent ça, le phénomène, en fait, est vécu par des millions de personnes. Mais peu en parlent. Je trouve ça dommage parce que ça prouve qu'il y a quelque chose en dehors. Il y a une vie après la vie, puis ça, moi, je le sais. Toi, tu le sais maintenant. Tu vois, moi, ça me rassure complètement. J'ai peur de mourir. Et ça ne rend pas au monde. Là. OK. J'ai peur de... Bon, parfois, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être diminué physiquement, j'ai peur de perdre mon autonomie. Mais mourir, tu me dirais, aujourd'hui, tu meurs, puis ça fait comme 10. Tu vas être bien. Bien, je pense que c'est pas mal ça, parce que c'est vrai, on n'a pas de la souffrance physique, elle n'existe pas. On n'a pas ce corps-là à traîner un peu partout où est-ce qu'on va, puis on n'a plus de compte à payer en plus. c'est comme... c'est vraiment... Je sais que ça existe parce que pour l'avoir vécu moi-même, c'est juste que j'étais trop jeune. Mais ma question que je t'ai posée la semaine dernière, tout en jasant de même, est-ce que tu es revenu avec... Je connais ta réponse, mais je veux que les auditeurs le sachent. Est-ce que tu es revenu avec quelque chose de différent en toi suite à ça? Je suis revenu complètement différente. Je suis revenu en aimant plus la vie et l'appréciant. OK. 2, je suis revenu avec une perception, une sensibilité aux êtres humains beaucoup plus grande. Je vois les énergies. Puis moi, comme professeur, avant, j'avais un immense syndrome d'imposteur. Et j'avais des guides que je n'écoutais pas. OK. J'avais des pulsions que j'écoutais pas. Et maintenant, j'y vais. Tu comprends, j'y vais, je suis rassurée, je sais que je suis pas seule à enseigner. Non, c'est ça. Ouais, tu fonces. Puis j'ai la ferme conviction que je suis dans cette vie-ci pour être un maître et qu'il faut que je l'assume, sinon je serai jamais heureuse. Mais en fait, tu es peut-être aussi là pour aider
À quelque Oui, part. c'est ça, ma mission n'est pas finie. J'aide les êtres humains à devenir de meilleurs êtres humains et j'amène des gens qui souffrent dans le jeu ou qui pensent que jouer au théâtre ou jouer au cinéma, c'est souffrant, à avoir du plaisir. Oh, ça oui. Ça oui, parce que je pense que la vie est tellement assez remplie de... Ah, c'est tellement douloureux, justement, parce qu'on a tous des problèmes ici et là, puis on doit gérer ça. Fait que psychologiquement aussi, pas seulement que physiquement, on devient comme... C'est assez pour devenir zinzin à quelque part, mais quand on s'évade de cette façon-là, moi, je trouve que c'est comme quand je peins. Je suis pas là. Je suis dans un autre monde. Puis je pense que ça se compare. Que ça se compare pas du tout, par exemple. Mais la sensation de bien-être et d'amour inconditionnel à l'intérieur qu'on vit quand on a ça, c'est extraordinaire. C'est peu vont le vivre de leur vivant, en fait. Ben moi, je dis tout le temps, je sais ce qu'est la sérénité. Ah, oui, là. Je l'ai vécu pleinement. Ben ça, ouais, sérénité, j'haïs pas ton terme d'ailleurs, parce que c'est comme... C'est un peu ça, je dirais. C'est de l'amour inconditionnel, c'est juste ça. Est-ce que tu as vu, pendant ta sortie hors corps, la première fois, est-ce que tu as vu des êtres autres que les gens qui non, ont... J'ai entendu, mais pas vu. Tu entendais des gens te parler? J'entendais des voix. J'entendais faut que tu retournes, ta mission n'est pas terminée, tu vas grandir, n'aie pas peur, on est là, des choses comme ça. Hey, wow! Tes anges gardiens, tes guides, ou appelons ça comme on veut, mais ça revient à ça, ou les êtres qui t'accompagnent tout au long de ton voyage terrestre, si on peut l'appeler comme ça aussi. Donc, tu entendais ces êtres-là te parler, mais tu les voyais pas. Rassuré. Je les voyais pas, moi, je les ai pas vus. Mais j'ai l'impression... Je n'ai pas vu le grand tunnel, que tout le monde pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Moi non plus, je l'avais pas vu. Mais par contre... Pas vu ça. Par contre, moi aussi, j'ai ces capacités-là que j'avais pas peut-être avant. Remarque, je les ai tout le temps eues pour moi dans ma tête parce que j'ai grandi comme ça, là. Je sais pas ce que c'est d'être normal pour moi parce que je me sens comme pas normal comparé à tout le monde à cause de ça. Parce que moi aussi, je peux ressentir, quand je rentre dans une pièce, je peux ressentir les énergies que quelqu'un peut dégager ou qu'une pièce dégage. Mais... Oui, puis moi, ça va, tu vois, comme, je vois même des blocages. Dans quel sens? Je vois l'être humain comme un scan. Oh! Je peux voir que c'est bloqué au niveau de ses hanches ou... Hey! Oh, ça, c'est... Ouais, ça, c'est... Moi, j'ai vu la différence parce que ça m'est arrivé à 40 ans quand même. Hey, ça, j'ai vu l'avant, l'après, tu comprends? Je suis très, très consciente. OK. Je trouve ça intéressant, ce que tu viens de me dire là. C'est comme un... T'es comme un scanner. Un scanner. Oui. Un feeling. Parce de voir que... tu comprends, comme des élèves qui ont été abusés sexuellement. OK. Je vois. Quelqu'un qui... Je le sais. Oh! Donc, c'est un peu un don de médiumnité en même temps. Oui, je suis revenue avec ça. Mais tu sais, on n'en parle pas parce que je ne pas passer pour une folle. Là. Non, mais ça, oui. Ça, je sais. Mais ça, tu avais 40 ans. Le jugement des gens est beaucoup à cause de la peur de mourir. Là-dessus, 1, sont très sceptiques. 2, sont souvent dans le déni. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ce que tu dis, parce que moi, j'ai été longtemps regardé de travers. Imagine, j'ai écrit mon premier livre là-dessus. J'explique mes expériences que j'ai vues, puis j'ai amassé une dizaine de témoignages d'un peu tous et chacun. J'ai mon ami Ray Blaze, justement, qui a fait une sortie de corps, lui aussi, quand il était jeune, puis il en parle dans le livre. Puis, tu vois, juste ça, là, quand je l'ai mis en vente officiellement, puis que tu le voyais, ces tablettes, ce bouquin-là, je me faisais regarder de travers. Et je me faisais dire, bon, galop, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout un phénomène, cette affaire-là. Mais ça, c'est de la maladie mentale. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ben, regarde, moi, si c'est ça, je suis malade mentale solide, là. Moi, je suis malade mentale assumée.
Je pense qu'on se comprend tellement là-dessus. Tu veux-tu, on va faire une petite pause parce que j'ai peut-être trop parlé longtemps tantôt, mais reste là, on revient tout de suite après la pause. Parfait. On est de retour avec Daniel Fichot. J'étais en train de discuter ici dans le studio avec Manon, qui est aussi enquêtrice pour Zone Parallèle, mais elle me pose des questions assez intéressantes que des fois, je peux pas répondre pour Daniel. Fait que je vais laisser Manon là, vous le dire. Manon, tu as juste approché ton micro devant. Vas-y donc, Manon. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je suis très heureuse d'entendre ton témoignage aujourd'hui. Et je me demandais, par rapport à ce que tu disais que maintenant, d'après le avant et le après, tu scannais les gens. Est-ce que c'est une... je sais pas comment tu peux te sentir quand tu vois les gens, genre de ta famille ou des amis que tu peux scanner, que tu vois des choses qu'eux n'ont pas dévoilées. Est-ce que tu interviens à ce moment-là avec ces personnes-là? Non, je me tais. Je me tais parce que ça leur fait trop peur. Oh, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, en fait, à entendre. Non. Mais ça doit être tough de garder ça pour toi. Ouais, puis tu vois, comme à un moment donné, j'ai vu que mes amis allaient mourir bientôt. Ouf. Puis j'ai fait, bon, ça c'est de la maladie mentale. Là. Puis j'ai pas été capable de... Et après, je m'en suis voulu. Parce que s'il avait fait attention à sa santé avant, il serait peut-être pas décédé. Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est vrai, parce que... Mais c'est ça, on se demande des fois, est-ce qu'on a le droit de le dire? Quand on voit quelque chose, comme, mettons, que je sens, moi, que quelqu'un va mal aussi, que ce soit, bien, surtout psychologiquement, j'essaie d'aider ces personnes-là, mais je me demande des fois jusqu'où quelqu'un va avoir une tendance suicidaire ou peu importe. C'est ça. Mais tu vois, moi, quand j'enseigne, je me sers de tous mes moyens. Dans la vie, je me limite. OK. Ben, faut user de subtilité aussi quand on a un message à passer, parce que si les gens savent que ça vient d'en haut ou de je sais pas où, c'est vrai que c'est pas très, comment on dit ça? C'est pas très... comment on dit? Les gens manquent d'ouverture. Ah oui, c'est sûr. C'est pas accepté par tout le monde. Non, c'est ça. Puis les gens peuvent juger ça puis dire, voyons, non, ça y est, la folle, toi qui parles. Mais non. Mais c'est parce que c'est le connu. Puis on touche aux grandes peurs de l'humanité. Mais en plus... Tu comprends, les gens se fient à ce qu'ils connaissent. Tout ce qui est flou, c'est une fermeture. Par besoin de se sécuriser. Donc, t'as vraiment l'impression des fois... Est-ce que je sais... Non, je vais te poser la question autrement. Est-ce que t'as des fois l'impression de tout connaître à l'avance, le moment présent ou dans les jours ou les semaines ou les heures à venir? Non, j'ai pas cette impression-là. Par contre, j'ai des intuitions très fortes. Donc, des réponses... Oui. Des réponses, oui. Les réponses rentrent, mais à compte-gouttes ou peu importe, ou à un moment précis d'une journée. Ou mais c'est parce que... Tu vois, comme je sais, dans une journée, j'ai comme un message qu'il faut que je m'adresse à quelqu'un. OK. Fait que j'ouvre la porte, puis j'en profite pour passer un message. Oh, c'est bon. Ça, c'est... Tu comprends? Oui. Mais je l'attaque pas de front en disant j'ai eu un message de l'au-delà. Tu comprends? Non, mais c'est ça. Je protège un petit peu. Mais c'est ça, mais ces gens-là, est-ce qu'ils savent que tu as vécu ça? Certaines personnes le savent, dans mon entourage, ils savent. Mais en général, j'en parle pas. Mais si ça peut te rassurer... Les gens, tu vois, comme j'enseigne en France. OK. Puis mon surnom en France, c'est Boudane. Boudane, gadon, Bouddha. Bouddha et Dan. Bouddha, Dan. C'est vraiment bon, parce ça. Parce que j'ai une sagesse différente. Non, ça, c'est vrai. Une sagesse. On acquiert une sagesse parce que
on finit par être diplomate un peu plus. Parce que c'est la façon d'approcher, justement, les gens. Il y en a que c'est vraiment trop intense, les affaires, là. Et ça déboule parce qu'ils viennent découvrir qu'ils ont certaines capacités qu'ils n'avaient pas avant, puis ils veulent tout sortir en même temps. Et ça peut sembler être, bon, ça y est, a de l'air d'une schizo ou une psycho ou je sais pas quoi. Pat! Mais c'est... Oui, puis il y a des gens qui... Comment il y a un moment pour parler aux gens. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Parce que si là, on est là, on jase, là, toi et moi, là, puis... Mais si, à un moment donné, il y en a un qui va s'inclure dans une conversation, peut-être que oui, tu peux glisser quelques mots de temps en temps justement pour apporter une réponse. Parce que, pour moi, rien n'arrive pour rien. On ne rencontre pas quelqu'un pour rien. Puis, ce qui est curieux, dans ton cas, j'ai reçu Sylvie Boucher il y a quelques semaines ici. Et c'est ce qui est drôle, c'est que Sylvie me parlait de son vécu, ses expériences et de ses conférences qu'elle donne. Et j'ai adoré sa conférence, parce que je suis allée avec Manon, justement. Et on a comme vécu quelque chose de déjà vu. On savait de quoi elle parlait. Parce qu'on était vraiment comme si on était vraiment dans le même niveau de compréhension. Mais c'est comme si je me sentais chez nous. Et à la fin, on jasait, puis tout ça. J'explique que je t'avais contacté, que tu allais venir à l'émission incessamment. Et là, ah oui! Et Sylvie me dit, j'étais là quand c'est arrivé, dans un restaurant, là, j'ai fait, arrête. Comment, tu sais, comment je peux dire, tu sais, comment j'aurais pu penser, je sais pas pourquoi, ça a tellement, je suis restée bouche bée, parce que malgré tout, à chaque fois, je suis surprise de tout ce qui se passe, malgré que je sais que je suis pas surprise, en fait, du fait qu'on soit conscient que les choses arrivent rien pour rien, mais à chaque fois, ça me surprend. Ça me fait juste confirmer. Mais c'est quand elle me déboule ton histoire, je fais arrête. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Là, je capotais, je garde ça, c'est clair. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment, comme elle dit si bien, je suis sur mon X. C'était vraiment ça. J'étais au bon endroit, au bon moment. Et j'étais dû que... Mais est-ce que tu as l'impression, des fois, que tu dois, justement, ouvrir les gens à ça? Cet appel en dedans, là? Je le fais par la bande. Oui. La réponse est oui. Mais je le fais par la bande. Je le fais en les ouvrant, je le fais en leur suggérant des lectures. Tu comprends? Oui, oui. Mais pas moi, c'est pas ça, ma mission. OK. Bien, c'est un peu de même, je fonctionne aussi. C'est drôle, tu me dis ça de même. Parce que des fois, je vais expliquer comme, t'as-tu vu ce film-là? Tu vas capoter, mais que tu vois ça, c'est réellement ça que je pense, puis j'ose pas le dire, puis si tu veux comprendre. Parce que, pour moi, il n'y a rien de mieux que le vécu pour comprendre ce que c'est. Oui. Mais t'as beau expliquer à quelqu'un ce que tu as vu, la sensation et le phénomène, mais ils comprendront pas tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas vécu ça. Non, tu vois, moi, j'avais une conviction profonde. Ma philosophie était nihiliste. OK. Tu comprends? Il y a rien. On est de la poussière. Mais toi, avant que tout ça, ça arrive. Avant que tout ça, que ça arrive, je pensais ça. On est poussière, on retourne poussière. Ça, c'est vrai. Le reste, c'est pas vrai. La poudre d'os, point final. Tu comprends, c'est tout. Puis on a une job à faire à terre, puis à finir là. Puis qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de vie après la mort. Puis on revient tant qu'on n'a pas compris. Qu'on n'est pas assez... évolué. Pour vraiment être là par amour et aider les autres par compassion. Ça, c'est vrai. Hey, ça, c'est tellement vrai ce que tu dis là. Je pense que tu fais réagir Manon aussi en studio. Oh, que oui. Tu comprends, avant, moi, j'étais très égocentrique. Oh! C'était un film, j'avais le premier rôle, puis tous les autres étaient plus ou moins importants. Maintenant, je donne. T'étais... Comme ça, je reçois. OK. T'étais plus je me moi, dans le fond, d'abord. Maintenant, c'est... Tu as une tête en l'air. OK. Hi.
OK? J'avais pas de profondeur. Hé, méchante J'avais claque. pas grand-chose entre les deux oreilles. Méchante claque, ça baboune, t'as eu là, toi, là, avec tout ça, dans le fond. Une leçon. Puis tu vois, la première fois, j'ai pas assez compris. Ça m'entraîne, non. Et la deuxième fois, justement, que ça t'est arrivé, là, tu savais où est-ce que tu t'en allais, parce que tu savais que tu avais déjà vécu ça. Ah oui, puis là, je voulais pas revenir. Mais c'est là, et cette fois-là, est-ce que ça te disait en dedans de toi, retourne en dedans? Est-ce que ça t'a répété la même chose? J'ai carrément entendu, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Retourne. Oh! Ça, c'est comme tentant. Je pense qu'ils ont pogné la phrase qui tue, hein, qui est fait comme... Ouais. Là, tu te fais sentir. dessus. Hey, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ça fait comme me sentir coupable si je pars parce que, ouais, je suis aussi bien de retourner, mais contre ton gré, en fait, parce que c'est vrai qu'on est bien de l'autre bord. Ah, qu'on est bien. J'enseigne, puis j'ai des élèves pendant 1 an. Il y en a que je suis pendant 1 an. Et ce qui me fait toujours rire, c'est quand on fait le spectacle de fin d'année, tous les parents viennent me voir, puis ils font « T'as changé mon enfant ». De lui ou d'elle une meilleure personne. Et ça, c'est le plus gros cadeau. Mais est-ce que tu n'as pas de regret d'être revenu? Pas du tout. Parce que tu sais que maintenant, t'aides. Puis là, juste ça, là, juste ce qu'on fait aujourd'hui, là, mine de rien, je pense qu'on aide, justement, mais là, publiquement, parce qu'on est sur onde, n'importe qui peut l'écouter, nous écouter, mais je sais qu'on aide à faire ce qu'on fait là. De parler de ça, parce qu'il y en a plusieurs qui ont peur de la mort, comme tu dis. Mais d'autres, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que j'avais à faire ce genre d'émission-là, parce que je dois dévoiler certaines affaires, que ce soit tout ce qui est inexpliqué, en fait. Parce que dans l'émission, je touche un peu à tout ce qui est inexpliqué, mais le genre d'émission comme je fais avec toi aujourd'hui, c'était ma tant attendue parce que j'avais tellement hâte de parler de ça. Parce que parce que, tu sais, je l'ai vécu puis j'ose pas trop en parler au travers d'une émission parce que je vais parler d'ovnis puis de fantômes. Mais c'est pas tout à fait le même, même si c'est inexpliqué. Mais au moins, ça confirme à quelque part qu'on est capable de sortir. Parce que j'en avais parlé un peu aussi avec Sylvie dans ce sens-là, c'est que il y a des entités, des fois, qu'on peut capter dans un endroit X, mais en fait, ça peut être quelqu'un qui est justement en sortie de corps qu'on capte. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est décédé, mais ça peut être quelqu'un qui... Parce que toi, tu me disais que tu étais comme lumineuse. Mais tout ce qui est autour de toi était lumière aussi? Oui, c'était comme... Rappelez les peintures de Van Gogh? Il y a toujours un aura autour de ces arbres. Oui. Ben, oui. J'avais ça. J'étais ça. C'était comme ça que je voyais l'univers. Est-ce que tu as vu le film Notre demeure? Nos solars. Non? Faut que tu vois ça. Tu vas dire, c'est ça. C'est exactement ça. Ou presque, ça dépend, parce que c'est vrai que tu n'as pas été de l'autre côté. Tu as juste été en surface. Mais dans ce film-là, ça explique justement qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, par quoi tu passes. Puis si je me dis que toi, si on t'a demandé de revenir, que tu n'avais pas terminé tes affaires, c'est qu'il y a des choses que tu dois pas acquérir, mais aider à faire acquérir aux gens ça, cette Moi, je suis là pour conscientiser. C'est ça. C'est en plein ça. Ça peut pas dire mieux. C'est comme carrément le mot. D'être les gens à ce qu'ils soient conscients de ce que c'est. Parce que... j'aime... Et de la force de l'être humain. Oui, aussi. Je comprends pas, c'est pas qu'une force physique, c'est pas qu'on peut, avec l'amour, avec le respect, amener les êtres humains à grandir. Puis que ça, c'est jamais terminé. On apprend chaque jour, et c'est ça, la beauté de la vie. Oui. Est-ce que tu as l'impression de briller toi-même dans le noir encore aujourd'hui? Je veux dire par là, émaner. Les gens doivent voir qu'il y a un changement de toi-même. Oui. Ils doivent te trouver beaucoup plus lumineuse. Tu me fais peur. Ah oui? Peur parce que je sais que tu es forte. Je sais qu'il y a quelque chose. Oh.
Mais est-ce qu'il voit que tu es beaucoup plus lumineuse, rayonnante? Ah oui. C'est un cheval de latin, comme dirait Filiatro. OK. Mais parce que C'est sombre, torturé, tourmenté, intense et souffrante. Est-ce que tu as l'impression aussi, des fois, d'être comme un aimant toi-même? Les gens sont attirés vers toi? Oui, tout le monde me dit, toi, je sais pas, on a le goût de te parler, j'ai le goût de me confier. Qu'est-ce donc Tout ça? Tu sais, les maquilleuses, quand je vais sur les plateaux, tu sais, avec qui t'as pas à avoir un rapport, ou presque. Non, c'est ça. Bonjour, comment ça va, là, mais ils me content leur vie. Les gens me content leur vie. C'est donc bien bizarre. Ouais. Puis ils font tout le temps, hey, j'ai jamais dit ça à personne. Mais pourquoi? Est-ce que ces gens-là savent quelque chose de toi? Ils se sentent aimés, accueillis. Ah, ça, c'est beau ce que tu viens de dire. Ils se sentent aimés. Ça, c'est vrai. En tabarouette, quand on rayonne, c'est justement ça. Ils ressentent pas de jugement de ta part, probablement. Ils sentent vraiment la compassion qui est présente. Ouais. Oh, ça, c'est vraiment un beau... ouais. En tout cas, moi, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Fait que je suis pas comme placée pour dire à quelqu'un qui a jamais vécu ça ou qui le vit tardivement. T'as vu si dans le temps, j'aurais été face à toi et j'aurais tenté de t'expliquer comment aurait été ta réaction avant que tu le vives toi-même. Probablement, t'aurais comme pas cru ce que j'aurais été intriguée, mais je serais repartie chez nous en disant il en a fumé de la bonne. Mais sais-tu quoi? C'est ce que je me fais dire tout le temps. Ça vient comme... Ça me fait rire parce que je consomme même pas de drogue, même pas de pilule, j'ai rien de tout ça. Fait que c'est... Non, je veux pas... Mais on est habitué, je pense, à se faire dire ça, mais... Oui. Mais c'est comme je dis tantôt, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Je parle ouvertement de tout ça, puis je m'en fous. Mais j'exagère pas, là, non plus. Je me promène pas avec des petits robes à fleurs, peace and love, des fleurs dans les cheveux, puis où est allé tout ce monde? Tu sais, j'ai pas... j'exagère pas. Je reste moi-même, low profile, mais c'est ça. C'est un peu ça. J'imagine que t'es pas mal dans le... Moi, j'en parle aux gens de qui je sens une légère ouverture. Exactement. Tu peux pas le faire les gens sinon. trop fermés, ils sont trop dans la souffrance, ils ont trop peur. Je vais leur apprendre à avoir moins peur, à moins souffrir, à voir la vie autrement. Tu comprends? Sylvie t'en parlait pendant sa conférence. Je suis beaucoup dans la programmation neurolinguistique. Tu comprends? Oui. Un mot peut changer complètement ta philosophie de vie. Oh que oui. Oh que oui. Tu comprends? Je fonctionne jamais avec il faut que, je devrais, et je me donne des petits buts dans la vie, des petits, tu sais, puis le soir, je fais le tour de mes petits bonheurs, ce qui fait que maintenant, je vis un grand bonheur. Et oui, puis il faut parler comme là, le moment présent, c'est ça. Oui. Mais il faut le vivre, le moment présent, parce que sinon, moi, j'ai de la peine, pas que j'ai pitié, parce que c'est pas très gentil, une pitié, là, le sentiment de pitié, mais j'ai de la peine pour les gens qui sont fermés d'esprit, qui comprennent pas, qui veulent pas voir, ou qui voient pas, ou qui comprennent pas ce qu'on dit, mais je peux pas reprocher cette sensation-là, ce sentiment-là, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Il y en a qui ont quand même l'ouverture d'esprit assez grande pour, même s'ils l'ont pas vécu, à vouloir tenter de comprendre. Mais la journée où ce que ça va leur arriver, par exemple, ils vont savoir que on n'était pas dans le champ. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus heureux quand on est plus curieux. Hey, oui. Quand on se questionne, quand on prend rien pour acquis. Oui. Tu comprends? C'est pas pitié d'eux. J'essaye de leur transmettre une curiosité. Tu comprends? Ben oui. Puis de leur faire voir des choses autrement. Mais moi, j'aurais une petite question par rapport à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Daniel, de vouloir aider une personne, de prendre le temps pour cette personne-là et te sentir impuissante vis-à-vis son refus, son déni, dans le fond? Constamment.
ça doit pas être toujours évident d'aider une personne qui veut pas. Là. Je sais pas comment toi tu le vis, là, mais moi, je Au début, ça me fâchait. Après, j'ai compris que le scolaire, j'en avais pas besoin dans ma vie. Que c'était une pulsion, mais qu'on pouvait comme la vivre, la laisser passer, puis aller ailleurs. Puis par des petites affaires, je vais finir par les aider pareil. Mais dans un sens, t'as appris à lâcher prise. On n'a pas le choix de lâcher prise dans ce sens-là. Parce que... Non, il y a des affaires qui ne nous appartiennent pas, puis c'est comme, au niveau de l'ouverture, c'est comme un alcoolique. Ouais, Il oui. faut arrêter de boire tant et aussi longtemps que lui n'a pas décidé. Oh! Hey, ça, c'est un bel exemple, tu me donnes là. Oh, que oui. Oh, que ça, j'aime ça. J'aime ça. La drogue ou l'alcool, peu importe. Quelqu'un qui veut pas arrêter de boire ou de fumer son... Puis que... Ah, Seigneur. Mais tout part de soi. Si la personne ne veut Ouais. pas, effectivement, ça donne rien de vouloir s'acharner à essayer d'aider parce que ça devient un contrôle sur l'autre à ce moment-là. C'est ça. Puis la fermeture, c'est une peur de l'inconnu. Exact. Ça, c'est vrai. Fait que tant et aussi longtemps que les gens ne se sentiront pas en sécurité d'en parler ou en sécurité d'ouvrir, ben, ils vont rester fermés. Mais je trouve que ça fait des petites vies. Est-ce que tu sens des fois dans tes cours, quand tu donnes des cours ou que tu es sur un plateau de tournage et que tu vois les gens qui sont en train d'essayer, parce que je sais que tu accompagnes les acteurs aussi sur les plateaux, si je ne me trompe pas. C'est du coaching. Ben, Ouais, c'est ça. Du coaching de plateau. C'est ça. Lors d'un coaching, tu vois-tu tu ressens-tu le stress et d'un comédien quand vient le temps de tourner? Ah oui! Mais c'est juste... Oui. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Beaucoup. Hein? Que fais-tu à ce Ben, moment-là? Souvent, je leur dis, on n'est pas en train d'opérer. On n'est pas des Ça s'appelle jouer, là. C'est pas obligé d'être souffrant. Hey, j'aime ça. On n'est pas en train d'opérer. Oh my God. Hey, il faut que je la retienne, celle-là. C'est trop... c'est pas une question de vie ou de mort, là. Tu fais juste jouer. Non, Tu joues. on fait juste jouer, là. Ouais, c'est bon, ça. Puis, à ce moment-là, je dis souvent, parce que une des affaires qui augmente le stress, c'est de se mettre la barre trop haute. Je fais, regarde, t'es pas capable de faire un bon 5 minutes, mais t'es capable de faire une accumulation de bons 10 secondes. Hein? C'est beau, ça. Et c'est ça, être dans le moment présent. Tu sais. Oui. Quelqu'un qui aimerait ça, avoir toi comme professeur, mettons. Ouais. Faut-tu que... Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que je sais que là, tu es en arrêt pour l'été, si je me trompe pas, ou en tout cas pour quelques semaines. En arrêt pendant ouais. Mais... En vacances! Yeah! Moi, c'est après l'émission, c'est yeah! Mais c'est oui puis non. Oui puis non, parce que j'adore En fait, l'émission. moi, je rencontre tout le monde qui veut suivre des ateliers chez nous. OK. Puis, on a des différents niveaux. Il y a des professeurs qui enseignent selon ma méthode. OK. Fait que je les fais passer en audition. Je leur demande un monologue et je les dirige. Ils ont un premier cours avec moi à leur audition. Ah, mon Dieu, c'est normal le fun. Puis après, je fais une espèce de puzzle où je réunis des gens qui ont besoin d'entendre le même discours. Fait que quelqu'un n'a pas besoin d'avoir étudié en théâtre pour s'inscrire Non, à tes pas du cours. tout. Ça, je trouve ça le fun. Mais c'est dans Pas la du région de tout, Montréal. là. C'est à Montréal, oui. OK. Ben, je trouve. C'est 18 ans et plus. Puis, ce que je fais, c'est que moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la mathématique émotive. OK. Tu comprends? On développe ça depuis qu'on est tout petit. On pleure, maman vient nous voir. On fait une petite passe de coupable, maman arrête de nous chicaner. Papa, tu comprends? Mhm. On a toute une petite face cute que le monde peut pas nous dire non. Tu comprends? Et Oui. la non-réponse à ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes d'autodéfense et de séduction, qui donnent des émotions. OK. Ma méthode est complètement différente de la majorité des autres méthodes qui sont plus versus l'émotion, Est-ce le rappel. est-ce que ça a changé, ta méthode de fonctionnement a changé, surtout après tes Oui, expériences? Complètement.
moi, maintenant, je fais de la mathématique émotive, comme des gens sont capables de calculer. Tu sais, des virtuoses sont capables de... Tu lui donnes pi divisé par je sais pas quoi, puis s'il t'arrive avec une réponse en 5 secondes, ben, je suis comme ça maintenant. OK. Tout le monde dit, t'analyses un texte plus vite que l'éclair. Oh, tabarouette. C'est impressionnant, ça. Ben, c'est le fun. Ça veut dire que, ben, mon Dieu. En fait... Je travaille beaucoup sur la respiration. OK. Très important. Un ordinateur qui a engrangé des respirations et en changeant notre respiration, en prenant celle du personnage, on peut arriver à avoir un autre système de valeurs, une autre façon et avoir des émotions différentes. Je pense que c'est un atout, ton cas, dans ton cas, parce que ça prend beaucoup d'imaginaire. Comme ça, quand on dit protège-toi, fais-toi une bulle de protection, ça doit être facile en tabarouette, dans ton cas, de faire ça. Ben, c'est ça. Dans mon cas aussi, c'est facile. Je visualise beaucoup facilement, mais ça aide juste la respiration profonde ou des choses comme ça. Puis en plus, si tu donnes un cours d'acting ou de comment apprendre à manipuler des rôles, je dis manipuler parce qu'on s'auto-manipule, parce qu'on est plus... Non, ce n'est que de la manipulation. Comment je me manipule pour devenir quelqu'un d'autre. Je te manipule quand tu es avec moi et ensemble, on manipule le public. C'est un peu ça. Mais en fait... La manipulation totale. Mais pour le plaisir. Pour le bien. Oui, c'est ça. Exactement. Pour le plaisir et le bien-être de tous qui écoutent. Ouais. Hey, je trouve ça très intéressant. Ce que tu as vécu, je trouve ça... j'aime ça parce que ça crédibilise le sujet parce que malgré les millions de personnes, il y a le nobody qu'on appelle la personne non connue qui va expliquer ça. Ça va être comme perçu bizarrement parce que les gens... Qui t'es, toi? Qui toi pour... c'est ça, pareil. Qui t'es pour qu'on te croie? Qu'est-ce que t'as de plus? Mais tandis que toi, dans ton cas, t'es une personnalité connue publiquement et en plus, t'es très, très crédible. Mais je me dis, crime, tu vois, ça arrive. C'est ça que j'aime. Puis ça, j'apprécie vraiment énormément le fait que tu aies accepté de venir à l'émission. Et c'est justement un de mes amis, mon ami Jeff, que je salue en passant. C'est lui qui m'a fait penser à t'inviter à parler de ce sujet-là. Puis on me demandait quand est-ce que tu vas parler de mort imminente. J'ai assez hâte. Ça me prend quelqu'un qui a vécu de quoi. Puis ça a tombé que ton nom a sorti dans le chapeau. Puis ça a fait comme non, garde. Rien arrive pour rien. Vraiment, là, je suis très contente. On va être obligé d'aller à la pause. Et sur ce, et ensuite, après, on va devoir aussi parler à Jean-François Primeau, qui a vécu aussi un EMI. Lui, c'était dû à une surdose de drogue, vraiment passé de l'autre côté, en fait, là-dessus. C'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, les mêmes causes. Mais je te remercie beaucoup, Daniel, infiniment. J'apprécie vraiment ton témoignage. J'apprécie ce que tu as dit parce que des fois, ça peut aider. C'est con, mais je sais qu'on aide. Indirectement, on aide les gens qui ont vécu ça à comprendre. Oui, c'est ça. On aide à faire comprendre le phénomène ou de montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de la mort, en fait, parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Ça, c'est... il y a tellement de gens qui le disent, qui en parlent. Là. C'est pas besoin d'être Saint Thomas. Là. Mais il y a plus d'ouverture. Comparativement à plusieurs années, oui. Oui. Mais il y a encore du travail à faire. Pour beaucoup. Oui. Pour beaucoup. Mais ça, des fois, quand moi, je suis chanceuse dans ma propre famille, on n'a pas ça, ce problème-là. Tout le monde est ouvert. Pas tout le monde qui a vécu, mais tout le monde est ouvert à ce que je dis. Parce que quand je dis quelque chose puis que je me trompe pas, ils font tout, pouf, le baboune à terre, puis ils font « Ah ben, elle l'avait dit. » Ben, c'est ça. Là, ils voient que ça existe, là, que ça se peut, là. Tout ça, c'est pas rien que des addons, là. Fait que c'est ça. Fait que je te remercie beaucoup, Daniel. Je te souhaite... merci. Je te souhaite de passer de très bonnes vacances. Ceux qui veulent s'inscrire à tes cours, on fait quoi? Comment on fait? Où on va? On va sur le site lesateliersfichot.com. Lesateliersfichot.com sur Internet? Oui. Parfait. Ouais. Parfait. Hey, merci beaucoup, Daniel. Merci, Carole. On se rejase. OK. Bye-bye. Bye. On s'en va à la pause. Ensuite, on parle avec Jean-François Primeau. À tout de suite.
sommes de retour, mais maintenant, on est avec Jean-François Primo. Bonjour, Jean-François. Bonjour, ma belle Carole. Comment ça va? Ça va bien, toi-même? Tu m'as manqué. Ben oui, ça fait longtemps, hein? On peut jamais se parler. On parle pas. Mais c'est ça c'est dû à le fait que je reçois des invités au téléphone. Je peux pas prendre 2 lignes en même temps. Fait que, pauvre petit, toi, tu serges de ton bord. Ben ouais, je faisais mon bord. Excuse-moi, hein, j'essaie de parler un petit peu plus fort aujourd'hui, mais j'ai un petit peu un problème de gorge. Donc, je m'excuse aux auditeurs si ma voix n'est pas très claire. Non, ça va, ça va. Ce matin. Regarde, il n'y a pas pire que ce que j'ai eu depuis 2 semaines, que je traîne une toux, puis je parle du nez encore. Fait que je pense que les allergies n'aident pas non plus. Mais Jean-François... Jean-François... Oui, je t'écoute. T'as entendu notre invité avant, Daniel? Hey, Daniel, c'est super. Ouais, puis j'aime ça. Puis ce qui est le fun... là-dedans? Ce qui est le fun, c'est qu'étant donné qu'elle fait aussi du coaching... est capable de ressentir le monde, ça doit aider à sa job en tabarouette. Ça doit aider à comprendre bien des affaires. Puis c'est drôle parce que je l'écoutais tantôt, puis j'ai beaucoup de petits points qui sont venus. Tu sais, je l'écoutais, puis il y avait des mots-clés qui sont venus pendant son intervention. Et puis, non, je me suis reconnu beaucoup dans le pendant et après envers les gens. Donc, surtout quand on parlait qu'on avait une mission, on le ressentait un peu comme ça. Quand on parlait aussi qu'on avait une vision différente un peu après que ce genre de choses-là nous arrive, hein, parce que ça nous déstabilise un peu. Donc, non, j'étais pas... Puis on parlait aussi du fameux « je suis dans mon X ». Oui. Donc, ça, c'est plein de choses qui m'ont interpellé pendant le témoignage de notre cher Daniel. Mais toi, là, parce que oui? Moi, je l'ai déjà vécu, je l'avoue, je m'affirme, je sais, je n'ai rien à cacher de toute façon. Si quelqu'un, tu sais, en toute honnêteté, comme je disais en début d'ouverture, début d'émission, j'en ai rien à foutre, que les gens me croient ou pas. J'en ai rien à foutre aussi que les gens me prennent pour une cinglée. Moi, je le sais que je ne le suis pas. J'ai pas de problème psychiatrique, psychologique ou quoi que ce soit. Non plus. Je consomme pas, j'ai rien. Tu sais, il n'y a rien pour me... Je suis une personne des plus alertes au monde, ou presque, là. Mais, ouais. tu sais, ça m'a rendu très alerte et terre à terre. Et ça m'a fait comprendre. Tu sais, comment je peux dire? Moi, ça nous ramène beaucoup à le moment présent. Oui. Une fois qu'on veut un phénomène comme ça, si je peux me permettre, ça nous coupe tous les liens qu'on a avec le matériel. Les petits problèmes de la vie sont tellement secondaires après ça, parce que là, c'est quelque chose qui est tellement important, tellement grand, que puis là tu retournes à la maison, tu retournes à la maison après, là, tu vas à l'hôpital ou peu importe, tu passes après ton événement, et là, tu vois ton compte de Vidéotron qui rentre le matin, puis tu fais comme... Or qu'avant, tu capotais sur le compte de Vidéotron. Puis moi, l'expression, maudit que ce soit payé à temps. Puis après avoir vécu un phénomène comme ça, tu te dis, wow, c'est ça la vie. Mais. Puis là, oui. C'est intense, là. Ben oui. Mais tu sais quoi, en plus. Avec les petits problèmes de la vie, là. Ben, c'est parce que la journée où on va mourir, là, on part pas avec notre set de clés de char, puis de la maison, puis tout. Ben non. On part avec rien. On devrait continuer. On part avec rien. C'est ça, on devrait continuer de vivre avec rien, nécessité de aucune. Tu sais, c'est bien le fun d'avoir une TV, son cellulaire, blablabla. C'est bien pratique parce qu'on est pogné dans un monde de comment capitaliste. Matérialiste et capitaliste. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça pour être heureux, hein? Mais non, mais c'est de trouver son bonheur au jour le jour. Tu sais, je veux dire, moi, je suis, tu sais que je suis un très, très grand croyant de la loi de l'attraction. Mm-hmm. Puis j'ai toujours, je pense que j'avais déjà parlé, j'ai sur mon bureau une petite pierre avec le mot gratitude. Tu sais, une petite pierre, là, qui est de Dollarama, bien simple. Mais c'est juste un petit reminder pour me dire, aujourd'hui, vis dans le moment présent, vis avec de la gratitude, parce que c'est l'énergie qu'on veut envoyer dans l'univers, si on veut que tout ça revienne.
Hein? Ceux qui ont écouté l'émission savent de quoi je parle. Ben, c'est une forme de talisman, en fait, qui fait que ça te rappelle, ça te remet... Je ne vénère pas la pierre. En fait, je me mets dans le moment présent, je me mets dans mon X présent et je me dis, je vais apprécier la vie pour ce que c'est. Et là, on se met à apprécier la plus petite chose que souvent on va prendre pour acquis, qui est juste la bonne santé, vivre le moment présent et la vie en général. S'arrêter à 6 heures le matin, tu t'en vas à la job, et là, tu as un moment euphorique dans ta vie, le gros silence, tu as le lever du soleil, puis là, tu te dis, wow, c'est ça la vie. Et pourtant, il n'y a rien de spécial nécessairement. Tu fais juste apprécier le moment présent, tu as une plénitude spirituelle dans ton petit corps intérieur, et tu te dis, mon Dieu. Et là, tu viens d'être changé pour la journée. C'est pas merveilleux, ça? Mais moi, là, revenons au fait. Ton histoire. C'est vraiment, j'en parle. Hein? Oui! Oui, je veux que tu en parles parce que je la connais, mais mais pas tout le monde. Alors, j'aimerais ça que... C'est vrai qu'en tant qu'ufologue, je vais faire une petite intro. Je suis un gars qui est très... je suis un peu attiré par le... je suis beaucoup attiré par le paranormal parce que j'en fais. Je fais de l'investigation ufologique. Puis on est tous liés aussi. On a tous une certaine spiritualité ou une certaine évolution de notre vie. Je suis un gars qui est très... je me ramasse sur le terrain, je fais ma job d'investigateur, je prends mes mesures, je remplis mes dossiers. Merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Mais ça a vraiment changé la perception que j'ai au niveau de la vie en général. Donc, on va se transporter dans les années 90. D'ailleurs, je pense que j'avais 18 ans à ce temps-là, donc c'était en 88. J'allais à l'école Lucien Pagé dans le temps. OK. Et puis, j'étais dans une phase de ma vie où ce que je me cherchais, j'étais un petit peu, parce que j'ai fait beaucoup de danse aussi, j'étais plus ou moins dans le réseau de danse. Si j'avais, je venais de connaître un petit peu les substances illicites, hein, quand tu es au secondaire, surtout au public, c'est un peu un incontournable, on va dire ça comme ça. Et puis, je venais sortir d'une relation, puis c'était pas super, puis tu sais, je me posais beaucoup de questions pour différentes raisons dans ma vie. Je fais qu'à un moment donné, j'ai un de mes amis avec qui je me tenais, puis il dit, on a l'habitude de fumer des joints, puis ça, puis il m'avait dit, regarde, on va essayer quelque chose de plus fort, puis ouais, pas trop, tu sais, m'en fous, moi, puis tu sais, c'était pas vraiment pas le Jean-François que nous autres, là, loin de là. Et puis, écoute, on était acheté cette marchandise-là qui était en fait du buvard. Donc, c'est un qui était... Donc, tu étais un vilain. Oui, on peut dire ça comme ça. Puis en arrivant là-bas, la madame, je ne dirais pas où j'ai été acheter ça, elle s'est trompée dans la dose qu'il fallait nous donner. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça venait pas en sachet, c'était des petites gouttes de produits chimiques qui étaient sur un petit carton. Okay. Et puis, à place de me donner ma partie que j'avais payée, parce qu'elle était, peut-être pas très, très attentive, elle m'a donné l'autre partie, qui était sur un carton qui était à peu près de la même grandeur. Donc, on revient à la maison, et là, j'ai pas mangé de la journée parce que j'ai foxé l'école. Et oui, ça se peut. Vilain. À mon prof qui m'écoute aujourd'hui, je suis vraiment désolé, Madame René. Et puis, on avait consommé beaucoup de potes. Je réalise que je n'avais pas mangé de la journée. Donc, j'avais un ventre creux. Et puis, j'étais très, très, très fatigué parce que j'avais fait le party aussi la veille. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme instance? J'ai commencé à consommer cette chose-là et là, j'ai commencé à pas très, 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 très bien finir. Et je fais ce qu'on pourrait dire peut-être un overdose. Mon cœur allait extrêmement vite. Je n'étais pas conscient du monté. Il y avait des symptômes qui commençaient, là, j'étais plus cohérent. Mais j'avais assez de cohérence pour dire à mon père, papa, j'ai pris quelque chose, je me sens pas bien. Il faut comprendre que mes deux parents travaillaient dans le domaine de la santé. Donc, ça a été très, très, très rapide. On n'a même pas eu le temps d'appeler l'ambulance. On est descendu en bas, puis nous, il y a beaucoup de taxis qui passent. Donc, tout de suite, ça a été en bas dans le taxi. On est arrivé là en moins de 5 minutes. La fille, elle m'a pris mes signes vitaux. Et c'est là que j'ai commencé complètement à perdre la carte. J'ai eu des crampes, mais de la douleur, mais atroce.
elle me parlait, puis j'entendais plus, donc ma notion auditive, mon organe auditif n'entendait absolument plus. Ma vision commençait à me jouer des tours parce que là, je voyais plus, je voyais noir, je voyais plus. Mon cœur allait tellement vite et je me sentais complètement déstabilisé. Ce qui fait que la fille l'infirmière m'a dit, mon Dieu, puis là, j'imagine que mes signes vitaux étaient très, 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 très hauts, donc je suis en train sur le bord de péter aux frettes, comme on dit. OK. On m'a couché dans le lit. C'est devenu la douleur, c'est amplifié par, on va dire, par 1000, là, parce que c'est juste pour un effet de scale. Et c'est devenu tout noir. Et je me rappelle plus de rien. Ça, c'est avant que tu perdes la carte. Ça, c'est avant que tu quittes. C'est avant que je quitte. Tu as comme perdu connaissance dans un fait. Je pense que j'ai perdu connaissance, mais j'étais déjà dans le lit, j'étais là dans des douleurs, mais complètement atroces. Bien, des fois, c'est justement les douleurs font en sorte que tu peux perdre conscience plutôt. Ce serait plutôt le vrai mot, là, conscience. Ça, exact. Et puis, de ce que je me rappelle, c'est comme si, peut-être les gens vont pouvoir se sentir un peu à ça, c'est quand on prend la manette de la télévision, puis on écoute une émission, puis on fait juste fermer la télévision. C'est un genre de implosion vers le centre lumineux, là, comme quand on ferme une télé avec le bouton clic. Mm-hmm. Ben, c'était un peu sensiblement la même chose. Et je me suis réveillé. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'air qui entrait dans mon corps. C'était le premier signe que j'ai... De l'air? De l'air. C'est comme si mon corps, tout d'un coup, devenait très léger. Ça m'a envahi. C'était très, 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 très froid. C'est devenu très, 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 très chaud. Puis après ça, c'est devenu le terme universel que je pourrais dire, c'est amour universel. Parce que là, c'était plus un sens. C'était plus un feeling, c'était une émotion. Et là, ma vision est revenue comme en pétillant, si on veut. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais à l'hôpital Jean Talon, dans une pièce, que je flottais dans la diagonale. Okay. Je voyais mon père dans la salle, je me voyais moi en bas, je me voyais 4 docteurs. En fait, il y avait deux nurses et des docteurs, mais il y a eu d'autres docteurs qui sont venus pendant ce temps-là. Et je me rappelle très bien que le docteur, pour X raisons, savait laver les mains. J'imagine que c'était avant, parce que je vomissais aussi là, pendant mes convulsions. Donc, il y avait aussi sa montre. Mais ça, c'est juste un détail. Attends, ces détails-là, tu les as vus éveillés ou non? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. La montre, moi, je connais la réponse, mais les gens qui suivent pas, je veux que tu sois clair là-dessus parce que moi, je sais ce que tu veux dire, là. Mais quand tu te souviens de la montre et de tout, t'es plus là ou t'es là? Oui, je suis là. Oui, super. En fait, j'étais dans la salle. Je flottais en haut de mon corps. OK. Je voyais tout. Donc, je voyais l'ensemble de la scène qui voulait en dessous de moi. Donc, tu étais, alors là, mort cliniquement. OK. Il faut faire attention. Il faut comprendre que quand on décède d'une personne, première des choses, c'est un docteur qui va dire « Je déclare une personne décédée ». Il faut comprendre que même pas les ambulanciers ont le droit de faire ça. Souvent, les gens ils ont cette perception-là que ils font un massage cardiaque, tout ça, puis première des choses, ils n'ont même pas le droit de parler là-dessus. Deuxième des choses, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la mort cérébrale? Est-ce qu'on parle de la mort physique? Parce que le conscient peut vivre après une mort physique et vice-versa. Donc, de quelle mort qu'on parle? Les gens qui sont en neurologie comprennent un peu ce que je veux dire. Ben oui, parce que de toute façon, quand on dit qu'un ambulancier, ils sont en train de la perdre, c'est son cœur qui vient de lâcher. C'est ça, c'est pas lui, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. En fait, tout dépendant si elle est anesthésie ou non. À ce moment-là, c'est que là, il y a une personne à perdre. On est en train de perdre la fréquence du rythme du cœur, mais il n'y a pas mort. C'est un docteur qui va venir sur la scène qui va dire cette personne-là, je la déclare décédée après une confirmation. Mm-hmm. Mais c'est pas la job des ambulanciers. Eux, ils vont le perdre au niveau rythmique, mais ils vont pas le perdre au niveau neurologique. Faut vraiment comprendre cette différence-là. Et là, je suis pas docteur, je veux pas m'embarquer là-dedans. Je dis ça parce que j'ai des bases un peu comme intervenant médical.
je veux pas trop m'embarquer là-dedans. Mais je pense que les gens comprennent qu'il y a différentes morts cliniques. Donc, on dit pas une personne est morte comme ça. Là. Donc, je vais revenir à mon histoire parce que je ne vais pas perdre le fil de tout ça parce qu'il y a quand même des étapes là-dedans qu'on doit quand même comprendre. Et là, je me ramasse dans ce coin-là. Et là, je suis un peu lumière, Okay. un peu éternel aussi, dans la mesure où que je suis pleinement conscient en tant que Jean-François. Je vois tout ce qui se passe. Je sens mes mains, ma tête, mon corps, mes jambes. Mais je ne suis pas physique. Je suis transparent et j'émets une certaine petite lumière qui me différencie d'une certaine translucidité, on va dire ça comme ça. Mais le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'est un sentiment d'amour tellement grand. C'était de la plénitude. J'avais aucune douleur, j'avais aucune conscience de mon corps physique, mais je sais que mon être était inclus dans quelque chose de beaucoup plus grand dans l'univers. Et là, ce qui se passe, c'est que chaque petite personne qui rentre dans la salle, je lis sa pensée. Je vois dans sa tête, je lis son émotion, je peux savoir exactement ce qu'elle a fait à 16 ans. OK. La pensée, tu veux dire la pensée directe ou la pensée... Direct. En fait, c'était pas la pensée, c'était l'émotion directe. J'étais connecté à l'univers 100 000 à l'heure. Et un chat aurait pu passer devant moi, j'aurais pu comprendre la mission du chat dans l'univers. Est-ce que c'est... point-là. Je m'excuse de t'interrompre. Oui. Est-ce que ce serait genre une forme télépathique? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une belle exemple, oui, effectivement. Mais... Et je connaissais la raison pourquoi que l'escargot est dans l'univers et je comprenais pourquoi que un oiseau doit mourir, puis renaître dans son petit œuf, puis... mais ça, c'était connecté à moi. Je faisais partie de l'univers. C'était tellement plus grand que moi. Et pourtant, je n'avais aucune peur. Je me sentais, c'est probablement la place où je me suis senti le plus en sécurité dans toute ma vie. Et, excusez-moi mon langage, maudit que je ne vais pas revenir. Mais c'est parce qu'on dit tout ça. Dès qu'on va de l'autre côté, c'est un peu ça. Dès qu'on va de l'autre côté, ou qu'on ressent, ou on sait ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je suis allée trop petite, mais moi, je suis revenue avec des capacités. Toi, est-ce que ça t'a fait ça? Oui. Est-ce que tu peux dire, à part de sentir ou de faire de la télépathie avec quelqu'un ou de voir... ou, tu sais, tantôt, Danielle expliquait, elle, qu'elle voit les auras, elle voit les énergies que dégagent ces personnes-là. Elle ressent comme... On a tous un petit côté médiumnique Oui, qui a comme... je te dirais que ça a pris beaucoup de valeur. Oui. Ça a pris beaucoup de force. Oui, en fait, tu vois, je te dirais que je suis une personne qui est très, très, très sensible aux énergies des autres. Quand je sors dehors, il faut que je me ferme comme un bouclier parce que je suis capable de lire les énergies des gens qui passent à côté de moi de A à Z. Si je force un peu, là, je peux lire l'entièreté de la vie de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Quand je rentre quelque part, je peux connaître l'historique de la maison. Oui. Tout ce qui est... Je peux savoir si une personne me ment. Je peux savoir si une personne... Oui, ça c'est pratique. Le pire, c'est que... Je vais voir l'aura aussi de la personne beaucoup. OK. Souvent, je vais avoir des... Bon, je ne veux pas me prendre pour une médium comme Katie Wilson, mais... Parfois, j'ai cette capacité-là de peut-être de comprendre un certain message qui va s'adresser à quelqu'un à un niveau émotionnel. Parfois, je vais avoir un flash, puis ça va arriver pas longtemps après. Ah, une image avant... Oui. Je vais donner l'exemple Marie-Soleil Touga. Oui. Lors de son décès. La soirée même, j'ai fait un gros rêve, mais je filais pas bien pendant toute la journée la veille. Mais ça veut pas dire... Oui, c'est ça. Puis là, dans mon rêve, c'est une grosse boule de feu, je pense qu'on a même dit en nom. Et le lendemain, à 7 heures, on annonçait le décès
M. Lauzon puis de Marisol et tout cas. Mais, alors, monsieur Jean-Claude Lauzon, j'ai travaillé avec lui, moi. Ouais. J'ai fait des annonces publicitaires pour l'endroit où je travaillais, puis ça fait drôle de voir quand même, c'est comme des personnalités connues du public qui meurent en même temps, mais des fois, on sent ça. On le sent, même si c'est pas des personnes qui sont proches à nous. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Claude, mais j'étais pas proche à lui comme je peux être proche avec toi ou proche avec Manon. Tu sais, c'est pas tout à fait la même... c'est pas la même chose, mais des fois, on sent ça. Ça arrive des fois qu'on fait des rêves. Moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Je ressens les choses. Je crois qu'on est plus sensible une fois qu'on vit une expérience comme ça. Je pense qu'on est plus sensible à l'énergie qui nous entoure. On réalise qu'on est tellement peu de choses en termes de l'humain. Tu sais, on se lève le matin puis on se dit, bon, aujourd'hui, ça va au bureau, les enfants, la soupe, le mari, le chien, le vétérinaire, demain. Puis, c'est tellement futile, ces choses-là. Je dis pas que la famille, c'est pas bon, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, tu sais, quand ça va être un mot de compte de Vidéotron ou mon Dieu, ma femme va finir demain pour ça. Ça, c'est des choses qui sont tellement superflues parce que quand on vit une chose comme ça, là, on voit la vie complètement différente. Ben oui. Complètement. Ben oui, exactement. On comprend. Puis on se voit que c'est tellement plus gros que nous autres. Et c'est ahurissant. D'ailleurs, on avait parlé des énergies notre zone X. Les gens qui connaissent très bien ce film-là, La prophétie des Andes. Oui. C'est un de mes films préférés. C'est un peu ce que Daniel disait tantôt, justement. Quand elle voyait elle voit les auras des choses, mais là-dedans, on voit les auras de tout. Les arbres, les fleurs. C'est ça. Puis on voit qu'on est connecté au niveau de l'univers. Et puis, quand on regarde ça, puis c'est quoi qui nous disent à la fin du film? Parce que c'est la conclusion qui est importante. En gros, ça dit plus d'entre nous qui allons vivre des expériences spirituelles basées sur l'énergie, plus qu'on va comprendre que notre univers est un domaine sacré, plus qu'on va échanger de l'énergie avec quelqu'un d'autre, plus qu'on va se sensibiliser à ça, plus qu'on va créer un nouveau monde. Oui, et plus ça va, plus on... C'est puissant comme message. Plus on dégage ça. Absolument. Parce que, dans le fait, c'est comme l'effet prière. Tu sais, si quelqu'un, je suis tout seul à prier pour quelque chose, mais quelqu'un se joint à moi pour prier, les énergies de la prière deviennent encore plus fortes, et ainsi de suite. Et ça, à un moment donné, il y en a d'autres et d'autres et d'autres qui s'ajoutent. C'est sûr que ça fait comme... Ça a un sens. On a tous... Parce que, de toute façon, une pensée qu'on dégage devient une énergie. Est une énergie. C'est pas qu'elle devient, elle l'est. Si j'ai une pensée négative, comme on parlait avec Sylvie Boucher, une pensée négative que tu retiens 17 secondes, dans l'univers, elle prend 17 secondes. Et si t'as... C'est tellement gros. Ben c'est ça. Absolument pas. C'est ça. Moi, j'ai tassé le négatif de ma vie au dernier degré une fois que j'ai compris comment ça marchait, là. Si je m'excuse, là, il faut pas que j'aie du négatif dans ma vie. Absolument pas. Je me pousse comme la peste des gens négatifs. Les gens qui m'emmènent plus rien dans ma vie au niveau spirituel, tu tasses ça. C'est pas de ne pas être un ami dans le besoin, c'est pas ça, mais il y a des gens... Puis tu sais, tantôt, on parlait de ces gens-là qui veulent pas s'aider, qui sont toujours dans le même pattern de vie. Mais, mon Dieu, on peut pas vraiment les plaindre parce qu'ils n'ont pas vécu ce genre d'expérience-là. Et souvent, la vie, moi c'est quand... C'est drôle parce que mes amis, la fois, ils vivent des situations, puis ils viennent... on devient un peu le confident des autres parce qu'on est tellement... On est un peu tourné un peu avec les émotions des gens qu'on devient des très, très bons écouteurs pour les sentiments des autres. Donc, puis les gens me disent « Ouais, mais tu sais, j'ai un goût de vengeance, puis nanana, puis elle m'a fait telle chose, puis je suis comme... Laisse l'univers faire son travail. Puis ils comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais non. De force rien. Ton parcours de vie est important et tu vas le vivre. Tu peux pas le comprendre là, mais tu vas le comprendre plus tard. Mais exactement. C'est normal. Tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas vécu quelque chose, vraiment, là, l'expérience est la plus grosse et la meilleure chose à faire
Puis quand moi, je suis rendue, je lâche prise sur bien des affaires. Aussi. Je fais juste regarder mon fils qui m'écoute pas tout le temps. Je te donne un exemple. Bonjour, Alex, en passant. Bonjour, Alex. Mais c'est comme si je lui dis quelque chose, mais il m'écoute pas. Mais dans ma tête, ça me fait comme, regarde, j'en ai justement discuté avec hier de ça. Il dit, on dirait que des fois, je sais que tu m'aimes, on dirait que des fois, oui, je me fous. Tu vas me donner l'impression, je te donne l'impression que je me fous de toi. Non, je te laisse vivre tes propres expériences parce que de toute façon, je te parle, tu comprends pas. Mais c'est quand tu as la claque dans le derrière de la tête, là, puis que ça vient de te sonner, puis ça a fait mal, bien, ce que je te dis résonne avec la claque, tu comprends? Exact. Mais tu vois, en parlant de claque, ça a eu un impact dans ma vie par la suite, cette claque-là. Il fallait, puis je suis content de l'avoir vécu parce que, tu sais, il y a des gens qui disent, mon Dieu, c'est leur bien négatif, mais mon Dieu. Mais non! Il faut que tu passes par là dans la vie et je suis content de l'avoir vécu. Moi, je ne crois pas à ce qui est bien et ce qui est mal. On a besoin du noir, des ténèbres pour comprendre la lumière. On a besoin de la douleur pour comprendre toute une certaine... Les deux côtés sont importants. Le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est la façon que tu vas l'interpréter dans ta vie aussi. T'sais. Moi, il m'arrive quelque chose. Aux yeux de quelqu'un d'autre, mon Dieu, c'est donc bien terrible. Puis pour moi, je suis comme, bof. C'est pas grave. Ça fait partie de mon parcours de vie. Ben, bouge pas. Demain matin, pas de jambes, ben... Bouge pas si tu veux pas entendre le son d'une claque. Bouge. Faut pas me faire rire. Aïe, faut pas me faire... Non, mais bouge pas, Jean-François. On va aller à la pause. Ah, déjà? Ben oui, ça fait une demi-heure qu'on jase. Non, mais ça va tellement vite. Puis il reste une demi-heure à l'émission. Fait que s'il y a des gens qui ont des questions, si vous avez le temps, déposez, parce que je sais pas si Jean-François... il va sûrement nous dire encore d'autres choses aussi intéressantes dans pas long. J'ai pas fini mon histoire. Là. Exactement. Présentement, je flotte en haut de ma pièce. Mais il y a des choses à la pièce qui sont intéressantes. On reste en nombre, puis on va tout répondre à ça après. Oui, attends, je reviens. On met une petite pause et on revient tout de suite après. Okay. Maintenant, de retour encore avec Jean-François. T'es toujours là? Hey, absolument. Hey, j'ai eu une question pour toi d'une auditrice qui se trouve être, en fait, ma belle voisine, Karine. Karine. mais Karine demande, Jean-François, comment on accepte ce qu'on est devenu et devient? C'est assez c'est spécial comme question, mais... C'est une belle question, ça. Ben oui. Selon toi, moi, je donnerai ma réponse à un moment donné. Là, on va jaser parce que c'est ma voisine. Je vais avoir un été rempli de questions et de... Je crois que dans la vie, il y a toujours une certaine dualité des choses. Je crois que, pour moi, j'ai compris que la vie doit être vécue en acceptant tout ce qui rentre, puis de vivre dans le moment présent maintenant, puis de se dire que il n'y a rien qui nous est acquis. On a une tendance à s'accrocher au matériel tout le temps pour se justifier, mais pour se donner une certaine gratification. Hein. C'est tombé important. Puis c'est sûr que dans la vie où est-ce qu'on est, c'est dur d'en faire abstraction, pardon. Mm-hmm. Mais, tu sais, combien tu fais cette année? Moi, je suis rendu à 30 000, 120 000. Ouais, du bon pour une augmentation. L'accès, ça, non. Ouais, ouais. Mais tu sais, ces choses-là, pour moi, c'est pas... C'était important. Ce ne l'est plus. Oh, ça, c'était un chien. Moi, ça tape un petit peu en arrière. Je pense que ton chien a un petit son aigu, hein? Hey, on est en onde, là. Puis, ben c'est ça. Puis, on vient à dire, à un moment donné, que quand on vit une expérience comme ça, on se rend compte qu'une fois qu'on va passer de l'autre bord, on emmène rien. Et on a tellement une plus grande mission que juste se lever le matin, emmener les enfants au bureau,
rencontrer le meeting, revenir, s'occuper du mari, puis c'est tellement plus important que ça. Tu sais, on vit dans un univers avec une Terre, avec des planètes, avec juste le sens de où est-ce qu'on vient. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'ufologie est beaucoup dans qui nous a créés, est-ce que Dieu existe, et tout ça, c'est des questions qui sont légitimes. Donc, moi, j'ai compris que ma job, ça c'est d'aimer les gens, de donner le plus possible. Il n'y a rien qui m'appartient. Et si je peux changer la vie de quelqu'un au jour le jour, que ce soit comme $2, un itinérant, que ce soit... Écoute, Jean-François, même nos enfants... Je peux pas rien dire de plus. Jean-François, même nos enfants ne nous appartiennent pas. Absolument. On donne la vie à nos enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous appartiennent pas. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Absolument. On a tous un cheminement à faire dans la vie et on n'a pas à assumer les choix de nos propres enfants. C'est leur karma, si on veut, là. C'est vrai. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que des gens qui me connaissent bien savent que j'ai perdu mon père il y a 1 an et demi. Et longtemps, mon papa, pour moi, c'était important d'avoir l'autorisation de mon papa, d'avoir sa justification. Pas d'avoir sa justification, d'avoir son approbation dans tout ce que je faisais. Et puis, depuis cet événement-là, j'ai appris aussi à vivre pour moi. Je dis pas que j'écoutais plus ce que mon père me dit, sauf que le rêve de papa, peut-être, était de finir l'université, hein, puis il va, admettons, tu sais, mon père, c'est toujours une personne très, très, très ouverte aussi. Je donne un stéréotype, là, tu sais, de dire, va à l'université, achète-toi une Mercedes, puis il faut que tu ailles en pharmacologie, puis tu sais, les gros... Ben oui, hein. Ils veulent tous qu'on fasse, qu'on soit le meilleur de tout. Tu vois, moi, je n'ai pas été tellement loin, là. J'ai pas des grosses études, puis... On veut le meilleur pour nos enfants, mais dans l'optique pour qu'eux soient heureux. Fait que même si moi, demain matin, j'ai le goût d'être boire dans la vie, si moi, ça me fait plaisir, ben, so be it. C'est ça. Mais en effet, on pense, on lâche prise sur ce qui nous entoure. Et là, je vois Manon qui a tellement de questions en tête. Je pense que... Vas-y, Manon. Vas-y, Manon, let's go. Manon, pèse le piton. Let's go, Manon. Je cherche le piton depuis tout à l'heure, puis je le trouve pas. Non, parce que je pensais beaucoup à ce que aussi Danielle avait parlé tantôt. La première partie de l'émission, où elle disait aussi, parce que toi, tu parlais au niveau de la pensée, on crée par la pensée, et de faire attention à ce qu'on pense. Et Danielle, elle utilisait les mots. Et donc, à ce qu'on continue dans la vie. Mais c'est ça. Et Danielle, elle parlait des mots, de la parole aussi, de faire attention à ce qu'on prononce. Et suite à ça, je me suis mis à penser, j'ai eu comme une espèce de flash parce que je visualisais comme un peu ta sortie de corps là, dans la salle où ce que tu voyais les médecins, etc. Et je me suis dit, est-ce que quand on est dans le corps, on prend possession du corps, on est bébé, etc., là, on oublie tout, on se rappelle de rien, absolument rien. Et si une personne s'éveille à ce qu'elle est en grandissant, selon peut-être les gens qui l'entourent, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents ouverts qui m'ont amené à une certaine ouverture. Donc, j'ai pas eu peut-être besoin de vivre ce que toi, tu as vécu. Mais il reste que... si j'écoute Danielle, ce que j'ai écouté de Danielle tantôt, Carole qui a parlé aussi, et toi aussi, c'est comme si en sortant de ce corps-là, c'est comme si tout ce qu'on est fondamentalement, ce qui est amour, on est dans un état d'amour perpétuel et on réalise ça là, en se voyant le corps là. J'imagine que quand on revient, c'est là qu'on ramène toutes ces bribes-là et que on voit le monde différemment, on regarde les choses différemment. Écoute, tu m'emmènes à parler de ma deuxième partie de mon expérience. Oui, c'est ça, je voulais la suite. Mon corps. Écoute, c'était la partie la plus... Je pensais que... OK, le LSD, c'est... Bon, le buvard est dans la catégorie des LSD. Donc, c'est un acide lysergique diéthylalténique. Donc, c'est quelque chose de très fort. Je pensais que ça c'était pour... ça emmène des hallucinations. On a une perception modifiée. Notre rythme cardiaque, on prend des crampes. Donc, on pense que c'est douloureux, mais en fait, c'est après avoir vécu cet amour-là,
cette plénitude-là, ce bien-être-là qui est divin. Je pèse pas mes mots, là. Tu sais, t'as pas le goût, là. Si c'est ça, mourir, là, hey, moi, non, je veux pas revenir. Je veux rester là, puis je veux rester là longtemps. Mhm. Parce qu'après tout, là, juste une petite parenthèse rapide, tu sais, c'est pas vraiment la mort, c'est comment qu'on va mourir qui fait peur. Tu sais. La peur de souffrir. Oui, c'est la peur de souffrir. Mais c'est quoi la souffrance quand on se passe au bord? Une fois que tu l'as connu, la souffrance. Moi, je vais revenir à ça après, mais si on me pose la question, est-ce que tu as peur de souffrir? Non. C'est psychologique, la souffrance. C'est. Sauf que le retour dans mon corps, parce que là, bon, je voyais mon père. Le médecin a demandé à mon père de quitter. On a ramené le défibrillateur à côté de la table. Et là, j'ai vu mon père pleurer. C'est la première fois dans toute ma vie que j'ai vu mon père pleurer, souffrir. Vraiment, là, et le sentiment qui m'a envahi de culpabilité était intense. Et j'ai eu, c'est pas une voix, c'était une énergie qui m'a dit, tu dois retourner. Toi aussi, t'as entendu ça. Je l'ai pas entendu, je l'ai ressenti. OK. C'est inscrit dans ton ADN. Et on peut pas en plus de Ben ça. oui, c'est ça, c'est carrément ça. C'est ça. Et là, j'ai eu un choix à faire. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Et là, j'ai juste dit, dans mon énergie, là, la question qui a été, c'est faites de moi ce que vous voulez. C'est devenu tout noir, c'est devenu tout froid. Et je sais pas, je pense que j'étais dans un certain coma pendant 2 jours, à peu près. C'est flou dans ma tête, là. OK. Mais je suis pas revenu tout de suite. J'étais dans un coma, je pense qu'il fallait qu'il me stabilise ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas reçu de défibrillation en tant que telle. Je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai pas vu. Est-ce que, mais justement, tantôt, tu tout dit, tu disais que tu te souvenais de détails quand tu étais en haut, et que tu voyais de la scène vue d'en haut. Je vais y revenir à plus tard. Et pas tellement plus tard, parce qu'il reste à peine 10 minutes à l'émission. OK, je vais faire ça vite. Bref, c'est là que j'ai ouvert les yeux. J'étais couché dans mon lit. Mon père était à côté de moi. Mon frère était là. Et j'avais les médecins devant moi. OK. C'était le retour. Je sentais mon énergie reprendre la molécule. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais ce qui flottait, ce qui était de l'énergie, soudainement retournait ou se réappropriait mon corps. Donc, il y avait une réintégration qui était tellement douloureuse. Physiquement, là, ça me faisait mal. Bouger un doigt était très douloureux. Juste penser, ça me faisait mal. Juste ça, là. Je ne voyais aucunement. Ma vue est revenue progressivement. Et j'ai vu en noir et blanc pendant les 2 premières journées. Ah, je n'étais pas vraiment capable de parler. Ça a pris un bon 2 heures avant que je sois capable d'émettre un son. Hey, tu t'es assommé solide, hein? Là. Ah oui. Mais la conclusion s'en vient. Tenez-vous bien, ça fait. Et puis là, le docteur, j'ai regardé un docteur, j'ai dit, à ce niveau-là, mon père, il m'a fait peur, fait que j'avais ça, blablabla. Puis là, mon frère en disant, une petite cigarette, même. J'ai pas trouvé drôle, là. Je l'ai pas ri. Mais j'ai fait un petit clin d'œil en me dire, ok, ouais. Mon frère, il est parti. Mon père, il est parti. Je pense qu'il était au comptoir chercher mes affaires. Puis le médecin, je regardais le matin, j'ai dit, docteur, parce qu'il me parlait, mais j'avais juste une chose que j'avais le goût de dire. J'avais reconnu le docteur qui pataugeait alentour de moi pendant ces cossins-là médicales, là, pendant le défibrillateur ou l'hostilité, puis ainsi de suite. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez retrouvé votre montre? Là, sa face a fait comme... De quoi il parle? Votre montre, montre est en arrière de l'évier. Et c'est là qu'il me dit, ça fait quelques heures que je la cherche, merci beaucoup. Comment j'aurais pu, dans un état de coma, savoir qu'il avait ôté sa montre quand j'étais
était en arythmie cardiaque. Il a dû rester bête en tabarouette de savoir que là, t'es là, dans un état comateux. Parce que ça, c'est une autre chose, là. Tu me dis... Il n'a pas dit, je vais retirer, vous me laver les mains, là. Non. Puis là, il était en arrière de l'évier, puis il était chercher sa montre. Puis il dit, comment c'est ça? Ben, je dis, monsieur, je l'ai vu quand j'étais en haut. Vous l'avez mis en arrière. Vous l'avez juste pitché en arrière de l'évier, en arrière de la boîte à gants. Mais tu sais, tu peux... la face, il externe. Je pense qu'il est venu blanc pour tout. Je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il y a. La couleur de son cerveau. Non, mais je veux dire, il peut pas... les médecins, des fois, ne comprennent pas justement ce phénomène-là parce que ils n'ont pas appris ça, ils n'ont pas étudié ça. Et oui, ça ne s'étudie pas, sauf que ça se vit. La médecine, c'est très résulté. Ben, c'est parce que c'est très touche. Faut que tu touches ou faut que tu vois, sinon ça marche pas. Parce que quand une personne pour le public, on va prendre des termes simples. Quand une personne meurt, ben là, il y a toute une panoplie de choses qui se passent. Là, le docteur va avoir son infirmière avec elle, tu vas faire ça, c'est beau, défibrillation, combien, parfait, oxygène, parfait, ça, l'aiguille, pompe, OK, massage, OK. Son rôle, c'est ça. Donc, sont entraînés à intervenir rapidement puis à faire des analyses. OK, l'oxygène est à combien? Parfait. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a un rythme cardiaque? Oui, parfait. Asystolie, non. Puis lui, il est juste le chef d'orchestre de tout ça. Donc, pour lui, cette autre dimension-là de ce qui se passe dans le cerveau de la personne ou au niveau neurone, on va dire ça comme ça. Neurologique. Neurologique, pardon, je vais apprendre à parler français correctement. c'est très spécial. C'est ce qui m'a donné par la suite, qui m'a encore plus confirmé que je suis revenu de loin, là, parce que il m'a dit deux choses. En fait, un des docteurs, parce que là, il était comme trois à ce niveau-là devant moi, là, qui était parti chercher sa montre, il m'a dit, écoutez, M. Primo, il dit, on va faire ça très, 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 très simple. Il dit, combien vous avez acheté votre drogue? Ben, j'ai acheté 7 $. C'était un petit carré, là. C'était gros comme un pouce, là, un nombre de pouces. Il dit, parfait. Il dit, merci beaucoup, on a besoin d'informations. Je dis, pourquoi vous avez besoin d'informations? Il dit, c'est pas pour la police, parce qu'ils n'ont pas le droit de donner l'information aux policiers, soit disant, à moins que le policier le voie. Mais il dit, écoutez, j'aurais pu prendre votre sang, là, le battre, puis on aurait pu faire de la Miracle Whip avec tellement que c'était épais. Il dit en d'autres termes, il dit, vous aviez 7 fois la dose létale pour euthanasier un taureau. On ne sait pas d'où est-ce que vous venez, mais il y a quelqu'un avec vous, c'est ça. Ça, c'est exactement ces mots. Et c'est là que j'ai compris que il y a quelque chose de spirituel qui venait de se passer dans la vie. Wow! 7 fois ce qu'on donne à un taureau. Pour l'euthanasie. C'est parce que, pour l'euthanasier, en plus, ouais. C'est parce que, Jean-François, t'es gros comme un pou. Oui. T'es pas le gars le plus gras que je connais, là. C'est ça. Puis un buvard, là, quand il la jette, là, bon, les gens qui ont peut-être consommé ces choses-là dans le temps, là, quand on était jeune, c'est un peu naïf, il faut savoir que c'était des morceaux. Ben, ça vient en différents. Ça peut venir en forme de comprimés, ça peut venir en termes aussi de petits papiers, papier ciré, qu'on va les couper en petits morceaux, avec des gouttes. C'est comme ça que la vente se fait au niveau des narcotiques. C'est que c'est des petites gouttes qu'on met sur un petit morceau de papier. On met ce papier-là sous la langue, puis là, ça se dissout. Et c'est là que, par voie interne, ça devient beaucoup plus efficace. Bon, je sais qu'il y en a aussi que des gens qui vont le fumer, qui vont le mélanger à d'autres produits. Mais dans mon cas, c'était très, très pur. C'est en dessous de la langue, puis là, les vaisseaux sanguins vont faire le reste. Ouais, en plus, c'est très direct. En dessous de la langue comme ça, là, c'est direct. C'est ça. Et puis, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça m'a pris un certain temps à réapprendre à tout faire. Ça m'a pris du temps à réapprendre à marcher. Je veux dire, pour moi, tout ce qui était motricité physique était très difficile. Ma perception de la vie, là, était plus pareille. Pour moi, là, soudainement, là, le problème de l'autre dans sa vie, là, excusez-moi l'expression, I don't give a F. Bip! Oui, puis là, écoute, c'est là que
tout l'aspect de la spiritualité est embarqué dans ma vie. Deepak Chopra, toutes ces études-là que j'ai étudiées, Abraham Hicks, Wayne Dyer, des gens que j'adore, que j'ai suivi leurs conférences avec passion. Je me pose la question aussi sur le paranormal, parce que là, suite à ça, je vivais des choses, je passais à côté des gens, puis comment ça, j'ai ce sentiment-là qui ne m'appartient pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que cette personne-là a vécu? Écoute, je m'en vais chez un de mes amis, ça fait au-dessus de 25 ans que je connais. Cette personne-là m'a jamais dit qu'il y avait une sœur qui était décédée à l'âge de 10 ans. Je m'en vais manger chez eux, et là, je sens une présence derrière moi qui est extrêmement forte. Je ne veux pas que je sois là. Et puis là, je m'en revire devant un de mes amis, on va dire Yannick, je ne donnerai pas d'autres noms, des personnes se reconnaissent. Et puis là, j'arrête de manger. Je dis, Yann, est-ce que ça se pourrait que tu aies une sœur qui est décédée ou une tante? Écoute, elle était présentement là, elle est assise dans les escaliers, puis elle veut savoir ce que je fais ici. La face lui a tombé parce que j'étais le seul de ses amis qui a compris c'était qui. Il n'avait pas parlé à personne. C'est un secret de famille qu'il voulait enterrer. Je voulais pas parler. OK. Et puis, écoute, il s'est levé, là, puis il a sacré, puis apparemment, c'est pas la première fois que son âme faisait ça. Elle s'est accrochée à la maison. Parce que c'est une personne qui était très possessive de cette personne-là, de son vivant. Ah, c'est ça le danger de quelqu'un qui veut justement, qui comprend pas, là, tu sais, le matérialiste qui pense qu'il va vivre et mourir avec son stock, là. Oui. Ben regarde, c'est ça qui arrive. Tu restes accroché au monde du bas astral ensuite, t'es faite, là. Tu veux même pas quitter pour aller où est-ce qu'il faut que tu ailles après. Tu vas errer tout le temps dans le même Moses de pattern et dans le même lieu parce que tu veux pas lâcher le matériel. Mais on n'a tellement pas besoin de ça dans la vie, là, en réalité. Là. Puis ce que j'ai compris, j'ai dit, OK, ce soir, je vais te laisser venir me voir. Viens voir mon énergie. Prends ce que tu as besoin. C'était ma réflexion envers cette entité-là, qui était pas méchante. Là. C'était juste, faut le comprendre, là, c'était une petite fille qui était troublée, qui avait un problème de maladie mentale, qui a eu un accident, donc il y a eu un choc. Et elle est décédée et elle est restée ici. C'est ce que j'ai compris de la situation. Et puis le lendemain, quand je me suis levé, il y avait une énergie qui était tellement paisible dans la maison, là. Yann, il m'a dit, c'est la première fois depuis que j'habite ici que je me sens même chez nous. Fait que je crois que quand on vit quand on vit une expérience de mort imminente, et puis d'ailleurs, il y a une chose que je veux dire, je n'ose pas aller à Jean Talon pour sortir mon dossier. T'as peur? Oui. T'as peur de ce que tu peux découvrir? Oui. Et puis, tu sais, il n'y a pas eu de défibrillation. Puis, tu sais, dans les termes médicaux, est-ce que j'ai vraiment sorti de mon corps? Est-ce qu'il y a eu vraiment mort et réincarnation dans le corps par la suite? Faudrait qu'il y ait eu... je sais qu'ils ont sorti le défibrillateur, mais moi, je ne l'ai pas senti sur moi. Non, on regarde ça comme ça, là. C'est drôle, hein? Il faut que je te raconte qu'est-ce qui vient de m'arriver là, présentement, là. La sensation de déjà-vu. Je viens de te dire quelque chose. J'ai tassé quelque chose en avant de moi ou l'ordinateur et toute l'image m'est revenue comme si je l'avais déjà vécu. Ça aussi, c'était un autre phénomène. Il va falloir qu'on discute à un moment donné. Parce que c'est un peu ça. Ça va avec les rêves prémonitoires, les sorties hors corps. Mais c'est spécial, puis c'est drôle. Je savais ce que tu allais me dire parce que je venais de ça a fait comme le déjà-vu. Oui. Ben, c'est drôle, hein? Tu sais, tu te rappelles? Est-ce que tu... OK, Carole. Oui, Carole, avec une minute, parce qu'on a l'émission Codef 3.0 qui attend à la porte pour rentrer. Tu es capable de me dire où est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? La première fois, c'est dans un truc de... En réalité, parce qu'on s'est parlé souvent par Messenger aussi, fait que c'est assez... La première fois qu'on s'est vu, c'était au congrès ufologique. Il était fumé une cigarette dehors, c'est là que je t'ai parlé pour la première fois. Oui. C'était avec mon ami ambulancier. Oui, ça a eu faux 501, je pense. C'est ça, exact. Mais est-ce que tu sais que cette vision-là, je l'avais eue étant jeune, et que la seconde que je t'ai vu dans la salle,
Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que je te connaissais. C'est le fun, hein? C'est justement, on se reconnaît entre personnes qui ont vécu choses semblables. Hey, on est obligé de se laisser parce qu'on va se faire kicker out. En fait, je tiens à remercier, Jean-François, je te remercie pour toute la belle saison qu'on a eue ce printemps. Ça me fait plaisir. On revient en ondes le 8 septembre avec une grosse... Oui, samedi. Oui, je prends des grosses vacances, mais on revient en force. Vous allez rester bête avec les invités qu'on va avoir. Je vous jure, je peux même pas vous le dire. J'ai des personnalités aussi à l'international qui vont être à la radio. Oui, je le sais un petit peu. Vous allez adorer la nouvelle saison. Ça va être super. Ça va être encore plus de ce que vous entendez. Ça fait agaçant de le dire comme ça. Mais c'est ça. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Merci à Daniel Fichot. Merci, Manon, d'avoir intervenu à l'occasion. Plaisir. C'est le fun, hein, une belle expérience radio. Manon, on l'osait pas tantôt, mais je la comprends. C'était de même aussi. Mais alors, je vous souhaite à tous une bonne été. Ceux qui veulent réécouter les podcasts, ils vont être ajoutés sur ma page web zoneparallèle.com ou vous pouvez les chercher aussi sur CJMD pour revoir les émissions qui sont en ligne depuis le 21 avril. Alors, je vous souhaite à vous tous un merveilleux été et bonnes vacances surtout. Et soyez prudents si vous ne voulez pas qu'on vous capte sur des machines. Les machines à PVE, puis tout, là, c'est ça. Soyez prudents, bon été. Alors, merci. On laisse la place à Martine et Éric dans quelques instants. Manon, pas Martine. J'ai dit Martine. Manon. Manon et Éric. Merci beaucoup. Bonnes vacances et ciao, bye à tout le monde. Bye. Bye.